Hello la team, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Donc là, je vous le dis honnêtement, après avoir lu le chapitre 1060, je me suis dit qu'une chose, il faut que j'en parle. Je suis obligé de parler d'un chapitre qui est probablement le chapitre pivot de One Piece. Je vous le dis, il y aura un avant et un après chapitre 1060. Ce chapitre est juste en train de nous expliquer comment la saga finale va être dessinée. Et honnêtement, je m'attendais à tout sauf à ça. Sauf à une telle brutalité de la part d'Oda. C'est-à-dire que le mec, il s'est dit, bon, Onigashima, j'ai fait traîner ça en longueur, j'ai un peu abusé de temps en temps, donc là, je vais leur lâcher une dinguerie. Là, je vais leur mettre 7 chapitres de masterclass. 7 chapitres où ils vont se dire, mais what the fuck, Shanks, Barbe Noire, Im, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe en ce moment, les gars, mais c'est ce que Oda nous a teasé depuis des années. La voilà, la saga finale, tout ce qu'il a envie d'écrire, tout ce qu'il a envie de dessiner, il va nous le montrer dans cette saga qui, on va pas se mentir, a débuté avec ce chapitre 1060. Donc maintenant, on va analyser tout ça à l'ancienne. Vous connaissez la chanson. Vous laissez un gros pouce bleu parce que ce chapitre, il en vaut clairement le coup. Et moi, j'ai envie de vous en parler. Donc restez bien jusqu'à la fin. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton. Voilà les gars, il faut s'abonner parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos. Mais cliquer sur un bouton, visiblement, c'est assez compliqué. Donc les gars, abonnez-vous. Je vais essayer de sortir beaucoup de contenu parce que j'en avais parlé énormément de tous ces sujets. Donc de Shanks, de Barbe Noire, de Im. Et là, le fait de voir certains éléments qui vont vers ce que j'ai dit, eh ben les gars, ça fait vraiment plaisir et ça me donne vraiment envie de pousser un peu plus loin les théories et de voir ce que Oda nous prépare. Parce que dans ce chapitre, il n'y a pas uniquement la dinguerie que nous a fait Im, mais il y a également le bail du rêve de Luffy. Donc sans plus tarder, on est parti. Donc on commence avec l'équipage de Luffy, donc l'équipage qui est enfin au complet. Ça fait vraiment plaisir de revoir des interactions naturelles entre tous ces membres d'équipage. J'en avais marre de tous ces personnages annexes, des fourreaux rouges, de Marco, de Big Mom, de un mec lambda qui est là, qui a perdu sa femme. Bon, c'est bon, on a compris les frérots, vous êtes là, vous avez tous vos vies très très palpitantes, vous êtes tous tristes. On a envie de voir les Mugiwara. Maintenant, on a envie de voir les Mugiwara interagir entre eux, être un petit peu plus soudés, voir en fait la nature. Voilà, c'est naturel de voir les Mugi s'entendre entre eux, discuter. Franky et Luffy, j'avais lu ça quelque part, ils ne se sont pas parlé depuis 7 ans. À un moment donné, ça veut dire que Luffy, il avait un type en slip dans son équipage, il l'a pas calculé une seconde. Est-ce que c'est normal? Non. Donc là, Oda, ce qui est bien avec les scènes entre Mugi, c'est qu'il essaye justement de tisser tout ça pour que ce soit naturel, pour que l'on se dise, oui, c'est un équipage qui suit un type élastique, et forcément, quand tu suis un type comme ça, il faut que vous soyez assez proches. Donc montrez-le nous. Et justement, Oda, il le montre très bien parce que Luffy fait la révélation de son rêve à ses membres d'équipage. Et juste le fait que ce soit remis en avant dans ce chapitre, je ne sais pas vous, mais ça m'a fait le même effet que lorsque Goldie Roger est allé sur Lauftel. Lorsque le narrateur était en train de nous dire, voilà, Goldie Roger a atteint Lauftel, et à ce moment-là, il a ri. Donc je vais pas vous mentir, mon cœur il a commencé à battre. Quand j'ai vu Luffy qui est en train de nous parler un petit peu de son rêve, je me suis dit non, Oda, pas maintenant, pas aujourd'hui. T'es réellement en train de nous lâcher une bombe? Non. Il s'est dit, bon, les frérots, j'aime bien faire du teasing, je vais pas vous le dire maintenant. Et c'est normal, hein. J'ai envie de vous dire, le rêve de Luffy, voilà, ça sera annoncé à la fin de l'aventure, c'est logique, en même temps que le One Piece. Parce que c'est une fois que Luffy aura le One Piece qu'il aura le pouvoir, justement, de réaliser son rêve. Du moins, c'est ce qu'il croit. D'ailleurs, pour cela, c'est très intéressant parce que, justement, j'ai fait une vidéo théorie dessus, donc je vous invite vraiment à la regarder. C'est le rêve secret de Goldie Roger et Luffy, donc vraiment, allez la regarder, faites votre avis dessus, et si, par miracle, j'ai raison sur cela, ben les gars, je pense que le jour où ce sera révélé officiellement, vous pourrez vous souvenir de moi, ça fera plaisir. Vous m'envoyez un petit message. Bravo Sim, t'es vraiment un boss. J'ai toujours cru en toi, t'es le meilleur dans les théories. Franchement, dans One Piece, les théories, c'est toi qui es le meilleur. Bref, vous me dites ça parce que clairement, si je trouve le rêve de Luffy, eh ben c'est un truc de fou. Je pense, c'est encore plus intéressant, ou peut-être pas, j'abuse. Peut-être aussi intéressant que la déclaration du One Piece. Parce que pour ma part, le rêve sera lié au trésor du One Piece. Maintenant, je pense plus de ce côté-là. Donc, faudrait voir. Maintenant, en commentaire, dites-moi toutes vos théories sur ce qu'est la nature de ce rêve. Parce que clairement, ce rêve a l'air fou. Ce rêve a l'air incroyable. La manière dont les Mugi, donc chaque membre de l'équipage, croit en Luffy d'une force incroyable. Mais quand Luffy leur a dit son rêve, ils étaient là en mode, frérot, abuse pas du bail chacal. Non, arrête. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'a matrixé. Je me suis dit, mais attendez, il leur a dit quoi pour que même Usopp, Nami, tous ces gens qui suivent Luffy dans des combats contre des empereurs, des grands corsaires, des malades mentaux, ils se sont dit, non, frérot,
frérot, là t'abuses. Là ton rêve, t'es vraiment un gamin. Non. Donc encore une fois, je trouve ça très intéressant aussi, justement pour la nature des relations entre les Mugiwara, parce que à part les Mugiwara, Luffy il a dit ça à ses deux frères, donc Sabo et Ace. Ce qui fait que maintenant, les Mugiwara, c'est plus que jamais une vraie famille. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'Yamato est pas là, parce qu'il aurait vraiment taché la scène. Désolé pour les fans de Yamato, mais pour ma part, je la verrais pas du tout être là à écouter le rêve de Luffy, alors qu'on l'a vu même pas quelques chapitres. Franchement, elle aurait pas eu sa place. Donc je comprends le move d'Oda qui a voulu écarter Yamato, parce que clairement, elle n'aurait pas eu sa place dans cette scène. Maintenant, pour ce qui est de la discussion qui se trame sur le bateau, justement, pourquoi elle est très intéressante, et pourquoi en début de review, je vous disais que ce chapitre est le chapitre pivot de la saga finale, tout simplement parce que Luffy est en train de péter un plomb. Quand il a dit « je veux retourner à Alabasta », moi j'ai repensé à ma vidéo où je disais les prochaines destinations de Luffy, et je me suis dit « ah merde, j'ai pas pensé au fait qu'il pouvait retourner dans d'autres endroits ». Mais en fait non, Zoro toujours là, Zoro le calme incarné, qui le raisonne et qui lui dit « frérot, je te rappelle ce que t'avais dit pour Ace ? Ace, tu lui as laissé faire sa vie. Donc Vivi, tu peux lui laisser faire sa vie. Sabo, tu peux lui laisser faire sa vie. » Sauf que bon, Sabo, je sais pas s'il est en vie, mais bref. Justement, on a peut-être là la mise en place d'un raid sur Marie-Joise. Parce que Luffy, quand il a une idée en tête, il la garde. Ça veut dire que Zoro a pu le calmer, mais si demain il apprend que Sabo a mystérieusement disparu, il va pas être serein. Il va tout de suite repenser à Ace, et cette fois-ci, il sera hors de question pour lui que cela se passe d'une manière totalement bancale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la guerre contre le gouvernement mondial sera ouverte. Et là, vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur qu'une déclaration de guerre de Luffy au gouvernement mondial peut avoir. Tout simplement parce que cette fois-ci, on ne parle plus d'un petit Luffy qui à l'époque avait brûlé un drapeau. Ouh, attention, il est méchant. Non, non, là on parle d'un mec qui va se ramener avec son alliance, parce que oui, il a une alliance, une flotte de plus de 5000 pirates qui vont être tous déter à venir avec Luffy pour taper des amiraux, pour taper des, je sais pas, du Gorosei. Bref, ça va taper dans tous les cas. Donc moi, ce que j'imagine pour la suite, c'est simple. Luffy va faire son chemin tranquille, donc il va visiter Elbaf, toutes les îles que je vous ai un peu annoncées dans ma vidéo, et à un moment donné, il va apprendre justement que Sabo a mystérieusement disparu. Sauf que Sabo, il a disparu, mais je ne pense pas qu'il est mort. Mais le simple fait que Luffy ait une nouvelle fois un écho de la mort de son frère Ace va le rendre fou, furieux. Et là, vous pouvez imaginer tous les scénarios possibles. Luffy qui détruit Marie-Joise, Luffy qui affronte Im, Luffy qui utilise les armes antiques, Luffy qui ramène toute son alliance. Bref, ça va être une dinguerie monumentale. Maintenant, à savoir si ce sera dans quelques chapitres ou si Oda, comme à son habitude, va vouloir faire durer le plaisir, va vouloir laisser la tension s'installer et nous présenter donc des îles plus sympas, plus tranquilles, pour ensuite nous lâcher le BAM Im-sama. Parce que maintenant, on va parler de Im-sama. Bordel, les gars. Je ne sais pas comment vous dire à quel point je suis content de voir que Im-sama se présente finalement comme l'adversaire le plus puissant que Luffy va affronter. Je l'ai annoncé dans deux de mes vidéos où je vous en parlais et que je vous disais que si on a mis Im sur le trône du monde, hein, ce n'est pas rien, on parle pas d'un petit royaume pourri, on parle du monde, voilà, donc clairement on parle du roi du monde. Je vous le disais, si on met une personne sur un trône comme cela, c'est que cette personne déjà n'est pas humaine et que surtout elle est atrocement puissante. Et là, mais je m'attendais tellement pas à ça que, je vous le dis, hein, j'ai lu la page, j'ai sauté, j'ai dit allez, c'est bon, c'est trop. Là on est plus sur du niveau empereur, niveau amiral, oubliez les petits débats. Maintenant on va parler du niveau divin, je sais pas, là je vais reprendre les propos de Ryo Sensei. Ryo Sensei qui nous parle de son haki divin. Est-ce que ce serait pas ça le haki divin? Moi je vous parlais justement de l'utilisation de la voix de toute chose, et clairement, si on y réfléchit bien, c'est clairement ce qui se passe. Im-sama est capable d'entendre les voix de toutes les personnes qui l'entourent. Moi je ne vois aucune autre interprétation à cela. J'ai fait une théorie sur la voix de toute chose en vous disant que justement ce serait probablement dans le futur l'un des pouvoirs les plus importants de One Piece, et là j'ai bien l'impression que Im-sama a quelque chose de plus, un quelque chose qui fait qu'elle est à un niveau divin, un niveau qui ne sera atteint par personne d'autre que Luffy qui est vu comme le dieu soleil, le dieu Nika. Et oui, là c'est un autre niveau que Oda nous introduit, et c'est pas rien de le dire parce que Im a juste détruit une île parce que Sabo était dessus et il allait dire bon Dragon, écoute-moi bien, en fait je pensais qu'il y avait personne sur le trône vacant, mais en fait il y a Im-sama. Mais en fait il y a quelqu'un. Im-sama, elle a même pas réfléchi 2 secondes. Allez, on va delete. Tu sais, quand tu deletes un dossier comme ça, elle a fait ça avec une île. Donc maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Parce que bien sûr, ce que j'adore avec ces chapitres qui sont forts en révélation, c'est que ça mène à d'autres théories. Ça te ramène aussi à revoir des théories que tu avais fait auparavant. Moi, pour ma part, je pensais que God Valley avait été absorbé par le fruit des ténèbres. Donc pour moi, je pensais que Rox Dick Shebeck, qui était probablement
probablement l'ancien détenteur du fruit des ténèbres, avait absorbé God Valley. Maintenant, on a vu un royaume disparaître juste devant nos yeux. Je pense que voilà, il y a même plus à débattre là-dessus. Im-Sama est celle qui a détruit God Valley. Im-Sama a utilisé le même procédé pour détruire Lulusia comme God Valley. Parce que sur God Valley, il y avait sûrement de gros secrets sur son identité. Et elle s'est dit, bon, les gars, il y a deux scénarios. Soit on envoie un Buster Call, mais c'est lent, ça prend du temps. Soit j'utilise mon pouvoir tout simplement divin, et je fais disparaître God Valley. Et ben, elle a choisi de faire disparaître God Valley, voilà. Je sais pas quel pouvoir elle possède. Peut-être une arme antique, peut-être un fruit du démon, peut-être justement que c'est un être supérieur naturellement. Mais dans tous les cas, voilà, God Valley, on ne sait plus ce que c'est. Personne n'en parle. Comment rivaliser? Voilà. Aujourd'hui, ma question, c'est la suivante. Comment rivaliser avec un tel pouvoir? Comment Oda va nous introduire les futurs power-up de Luffy pour qu'il atteigne un tel niveau? Parce que même si on avait vu le Gear 5 comme quelque chose d'incroyablement puissant, il va falloir que Oda upgrade encore plus dans la démesure et qu'il nous présente des capacités que l'on n'a jamais vues. Et justement, ça tombe bien parce que je préparais une vidéo sur les futurs power-up de Luffy. Donc encore une fois, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications parce que ça va lâcher du lourd. Je pense que Luffy, à la fin du manga, ce sera un démon. Ce sera un démon. C'est un démon qui va affronter un dieu qui visiblement n'aime pas trop que l'on sache des trucs sur lui. Maintenant, il reste le cas Vivi, parce que ce qu'on apprend aussi dans ce chapitre, c'est que Vivi a disparu. Alors moi, je vais vous le dire honnêtement, il y a quelque chose qui m'intrigue autour de Vivi, c'est le fait qu'elle nous avait été présentée simplement comme une princesse, donc une princesse d'un royaume assez sympathique, donc un royaume populaire, un royaume dont le roi était quelqu'un d'assez clément, donc le roi Cobra, paix à son âme, qui d'ailleurs n'a pas été tué par Sabo. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, qui y a cru? Oh, Sabo, le mec gentil, qui va assassiner, qui va foudroyer le roi Cobra. Bref, ça vous l'avez compris, il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Donc bref, pour revenir à Vivi, qu'est-ce qui se passe? Vivi est forcément au courant de l'arme Pluton. L'arme Pluton, récemment, elle nous a été révélée. Donc on sait qu'elle est à Wano. Donc maintenant, il n'y a que 2 pas pour dire que justement, le gouvernement mondial veut mettre la main sur toutes les armes antiques. Pourquoi? Parce qu'il doit se passer quelque chose de démentiel lorsque les 3 armes antiques sont rassemblées. On a vu que Im-Sama est également à la recherche de Shirahoshi. Shirahoshi qui est l'arme Poséidon. Im a réussi à capturer Vivi, ce qui signifie que maintenant, Vivi va lui donner toutes les informations sur l'obtention de Pluton. Donc comment faire pour détenir Pluton qui est sous Wano. Et maintenant, il reste le mystère de Uranus. Alors moi, je vais pas passer par 4 chemins. Uranus, vu le silence qu'il y a dessus, c'est forcément lié à Luffy. Maintenant, si c'est pas lié à Luffy, c'est Im-Sama. Voilà. Il y a pas d'autre choix. Je vois vraiment pas d'autre scénario. Donc moi, Uranus, qu'est-ce que je vois? Un fruit du démon absolument puissant. Donc pourquoi pas le fruit du Gom-Gom? Voilà. Simple. Le fruit mythique d'un dieu soleil qui a appartenu il y a 800 ans à Joy Boy. Ça ferait totalement sens. Donc là, ça ferait vraiment de Luffy un véritable dieu. Un dieu qui par la suite pourrait affronter justement un autre dieu vivant qui est Im. Et deuxième hypothèse, c'est Barbe Noire. Parce que Barbe Noire, au même titre que Luffy, était chassé. Sachant que Barbe Noire est quelqu'un avec un corps spécial, je me dis que le type, si ça se trouve, c'est Uranus. Il le sait même pas. Et voilà, il se dit, oh, tiens, je peux manger plus de fruits du démon que la moyenne. C'est vraiment bizarre. Je ne le savais pas. Et puis à la fin, on va le savoir. Et il va dire, oh, je suis Uranus. What the fuck, les amis? Je sais pas. Je vais peut-être un peu dans tous les sens. Mais clairement, Oda est en train de nous montrer que les 3 armes antiques vont avoir une importance capitale pour la fin du manga. Maintenant, il reste aussi un autre mystère qui est bien sûr le trésor de Marie-Joise. Et là encore, est-ce que c'est Uranus? C'est ça qui est fou en fait, c'est que Uranus, c'est l'inconnu. On ne sait rien du tout sur cette arme. Et pourtant, on est sûr que dès qu'elle apparaîtra, elle retournera complètement le manga. Donc encore une fois, je vous invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voyez pour cette arme. Bref, maintenant on termine cette review incroyable avec la scène finale de ce chapitre. Une scène qui, on va pas se mentir, est également très hypante. Hypante pourquoi? Parce qu'elle est en train de nous introduire la prochaine destination des Mugiwara. Ça y est, ils sont en route. Et ils sont en route vers une île qui a l'air hivernale. Alors là, les amis, c'est bon. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est 100% confirmé? Est-ce que les Mugiwara ne se rendraient pas à Elbaf? Elbaf, les amis, une île qu'on a attendue aussi fort que Wano. Une île qui va nous parler des mystères du serpent rouge-champ, qui va nous montrer les géants avec leur armée incroyable. On va nous présenter Loki. Loki qui, je vous l'ai dit, sera un adversaire très très coriace pour Luffy. Luffy doit avoir le niveau roi des géants, parce que les géants, vous les sous-estimez trop. Alors que dans le monde de One Piece, personne ne va à Elbaf.
Elbaf, c'est l'endroit interdit du gouvernement mondial. Ils savent que s'ils y vont, ils vont se faire tabasser. C'est le pays le plus puissant du monde. Et Luffy doit devenir le plus puissant du monde. Donc c'est maintenant ou jamais sur Elbaf. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le début de cet arc? Eh bien, nous avons une autre supernova. Et j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Enfin, on va la voir en action. Personnellement, c'est une de mes supernovas préférées. Parce que c'est la seule femme. Et surtout, parce que voilà, son fruit, pour moi, elle est incroyablement cheatée. Je parle de Jewearly Bonnie. Bonnie, c'est le personnage qui m'avait donné une idée de théorie incroyable. D'ailleurs, je vous invite à la regarder parce que même aujourd'hui, je me dis que peut-être j'ai raison. J'avais dit que pour moi, Jewearly Bonnie est une noble. Et effectivement, le fait qu'elle soit introduite maintenant nous laisse supposer qu'elle va rejoindre les Mugiwara temporairement pour peut-être leur parler de Marie-Joise. Donc ce qui s'est passé dans la guerre, les introduire aux révolutionnaires et ce qui va mener à la saga finale. Franchement, juste ça, comment on peut pas aimer le personnage de Bonnie? Pour moi, c'est l'une des supernovas les plus prometteuses et j'espère qu'elle va nous montrer des choses intéressantes parce que clairement, même si au niveau puissance, elle ne sera pas au niveau de Loe Kid, faut pas abuser, elle va nous raconter énormément de choses. Déjà son lien avec Akainu, les révolutionnaires comme je l'ai dit, et aussi d'où elle vient, est-ce qu'elle est jeune ou vieille, jusqu'où va la puissance de son fruit, etc. Et d'ailleurs, en parlant d'Akainu, je laisse ça comme ça, mais vous avez vu comment Luffy et l'équipage ont croisé Bonnie dans un tourbillon d'eau chaude. Là, les gars, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, j'ai capté. Qu'est-ce que j'ai capté? Akainu a une relation assez étrange avec Bonnie, peut-être que c'est sa nièce, peut-être qu'il sait justement que c'est une noble mondiale, et donc il l'a évincée de l'affrontement avec les révolutionnaires pour que justement elle aille faire sa vie loin d'ici et qu'elle arrête de s'attirer les problèmes. Parce que clairement, Akainu, quand il a vu Bonnie, je pense que c'est l'interaction la plus gentille que Akainu ait eue. Il était là en mode, oh, tu es là, on se faisait du souci, etc. Et Bonnie était là en mode, oh, je vous pardonnerai jamais. Donc est-ce que on n'est pas en train de nous montrer que Bonnie, elle a un lien privilégié? Pour moi, cela ne fait aucun doute. Parce que si elle est dans ce tourbillon d'eau chaude qui ne lui fait absolument rien, c'est que Akainu est sûrement la cause de ça. Akainu a sûrement voulu que Bonnie s'éloigne de tous ces problèmes de bataille contre les révolutionnaires pour qu'elle arrête de faire chier. Parce que voilà, Bonnie, on dirait que c'est un petit peu l'enfant rebelle qui veut montrer qu'elle est quelqu'un dans le nouveau monde, alors que, désolé, hein, sans manque de respect, pour l'instant, dans le nouveau monde, tu t'es fait humilier H24. On se rappelle ton affrontement contre Barbe Noire, ça fait un peu de la peine. Maintenant, j'ai hâte de voir l'interaction qu'elle aura avec Luffy, parce qu'on sait que Bonnie et Luffy, ils se ressemblent pas mal au niveau de leur comportement. Donc encore une fois, ça va nous donner des interactions incroyables. Je suis vraiment pressé de voir la suite. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir d'être à nouveau sur hypé pour la sortie des prochains chapitres. Oda, il nous a pas menti en nous disant que la saga finale allait être incroyable. Et voilà, que dire de plus les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Jusqu'à là, portez-vous bien et ciao!